Elle m'a dit, écoute Daniel, il faut que tu arrêtes ton boulot de chef de service et ton boulot c'est d'écouter les gens. Bien évidemment que les mots sont importants, bien évidemment que les mots disent quelque chose ou masquent quelque chose. En espérant que ça puisse avoir de l'écho et que des gens inventent quelque chose à partir de ce que j'ai pu raconter. Audioportrait de Daniel Olivier, psychanalyste. Animé par Christophe Yvetot. Prise de son, mixage, Aurélien Olivier. Audioportrait, un portrait audio. Bonjour Daniel, on se retrouve aujourd'hui pour notre 5e et dernier épisode de cet audioportrait d'un psychanalyste, et plus précisément du psychanalyste que tu es depuis une trentaine d'années. Et pour boucler notre affaire, je te propose justement qu'on s'attarde sur ce qui constitue la fin d'une cure, sur ce qu'il annonce, sur ce qu'elle implique, et évidemment sur la dernière fois, la dernière séance, en résonance peut-être avec notre 2e épisode où nous avions exploré la toute première séance. Et puis, comme on arrive à la fin de notre parcours, je te proposerai ensuite de prendre la main pour aborder certains points qu'on aurait oubliés en chemin, mais qu'il pourrait te sembler indispensable d'aborder. Mais tout d'abord, donc, la fin de la cure. Et pour démarrer cette fin, si j'ose dire, cette première question, qu'est-ce qui fait qu'une cure peut, selon toi, s'achever ? Est-ce qu'il y a dans une cure un point de bascule qui met sur la voie de la fin ? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui pourrait définir ce moment, ce point de bascule ? Alors, on pourrait produire un parallèle. Tu as démarré en disant c'est le dernier épisode de ce podcast. On n'en sait rien si c'est le dernier. Et je dis ça parce que c'est vraiment la question de la fin de la cure. C'est vraiment la question de la dernière séance. J'ai aujourd'hui un certain âge, j'ai fait plusieurs tranches d'analyse. Est-ce que j'ai fini ma cure ? Est-ce que je vais la reprendre un jour ? Alors, peut-être on pourrait faire une petite distinction entre dernière séance et fin de cure. Et je vais reprendre ta formulation qui est intéressante sur la question des points de bascule. Pour mieux introduire la fin ou ce qui serait la dernière séance, je dirais qu'il y a des temps forts, les temps forts de la cure. On l'a évoqué dans une autre séquence, c'est le démarrage, la première séance. Dans le déroulé, et là je vais reprendre ton terme encore, il y a des points de bascule, on peut appeler ça des carrefours, des étapes, certains disent plaques tournantes. Puis se pose, au-delà d'un certain travail, la question de la fin de la cure. La fin de la cure, d'ailleurs, qui est une question pour les patients à la première séance. C'est une question qui vient souvent. Ça va se terminer quand ? Ça va durer combien de temps ? Et souvent, il y a cette question autour de la durée. Le temps long qui est pressenti par les uns et par les autres. Mais on s'aperçoit que pourquoi un patient supporte, voire soutient cette durée, je dirais moi que c'est parce qu'à la première séance, il sent que quelque chose de différent se joue. Et c'est parce que ça a joué, ça a fonctionné, ça a produit des effets dès la première séance qu'un patient vient et revient. Bon. Un patient vient sur des symptômes, un patient vient sur un certain nombre de questions. On s'aperçoit que bien souvent, le travail qui s'élabore s'éloigne assez rapidement des symptômes dont on reparle parfois jamais. Certains patients viennent sur une question, affichent une question d'emblée. C'est ça que je veux travailler. Et on s'apercevra que pour certains patients, ils n'en reparleront plus jamais. Donc un travail se déroule, puisque nous parlons de cure, nous parlons d'un travail intensif, comme on a déjà eu l'occasion d'en parler, c'est-à-dire plusieurs séances par semaine pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui peut laisser poindre, au-delà de l'impatience légitime des patients, qu'est-ce qui peut laisser poindre l'idée de la fin de la cure ? Alors je dirais de façon extraordinairement simple,
légère, le mieux-être, tout simplement, c'est-à-dire un sujet qui était barré dans sa conjugalité, barré dans sa scolarité, barré dans son itinéraire et sa carrière professionnelle, qui a senti, qui a vécu, qui a traversé des moments d'ouverture et pour qui ces axes-là de déploiement se sont libérés et produisent un mieux-être significatif et durable, parce que bien sûr, il y a des épisodes où les choses vont mieux, mais ça ne veut pas dire que tout est réglé. Donc, quand s'installe dans la durée une légèreté, un bien-être, du sens retrouvé, un horizon, une boussole, alors il est légitime que des patients, enfin, qui trépignaient pour certains, se posent la question de la fin de la cure. Et on pourrait penser que par rapport à cette question, c'est aux psychanalystes de répondre. Je ne crois pas. Je crois que nous sommes, je l'ai déjà évoqué, dans un espace transférentiel. Il y a une parole qui est prononcée par un patient, qui est écoutée, parfois même entendue, espérons-le, par un analyste. Mais je dirais que ce qui se joue dans le transfert, dans cet espace, et le travail se déploie dans l'entre-deux de ces deux protagonistes. Et il y a ce que moi j'appelle, oui, c'est mon petit tic verbal, ce que j'appelle l'évidence. Il se produit une évidence. Comme par exemple un patient qui réfléchit sur un choix à opérer, eh bien, on travaille non pas à répondre à la direction qu'il doit prendre, mais on travaille à ce que les conditions de possibilité d'une évidence émergent et qu'on se dise « c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux dire, c'est ça que je veux entreprendre ». Ça signifie quand même, si je peux me permettre de t'interrompre, que même si on n'est jamais au bout des surprises de l'inconscient, il y aurait donc un moment où l'on sait. Et si c'est le cas, qui sait ? L'analyste, le patient, et qu'est-ce qu'on sait ? Alors, est-ce qu'on sait ou est-ce qu'on ressent une véracité ? C'est pas tout à fait la même chose, mais tu as raison. C'est quand même de produire dans quelque chose de relativement conscient, quelque chose qui jusqu'à présent nous échappait. Et à un moment, de fait, il y a des directions, qui s'imposent. Alors, est-ce qu'elles s'imposent à nous plutôt qu'elle est imposée, je dirais, ou dirigée par l'analyste, ou imposée ou dirigée par le patient ? Moi, je crois que c'est le produit de ce travail dans l'entre-deux qui nous dit, ben voilà, on a appris ça, et c'est vers là qu'on veut aller, c'est dans cette direction, c'est dans cet objectif. Mais moi, je crois que c'est vraiment de l'entre-deux. Et c'est cette situation transférentielle qui, en fin de compte, est aux manettes. Et pour moi, c'est rassurant éthiquement parce que ça veut dire que il n'y a pas un directeur de cure, même si on dirige la cure, qui aurait une direction de l'esprit, une direction des décisions, une direction des orientations. Mais c'est la fécondité, l'espace de travail entre deux personnes qui vient nous dire ok, je crois que c'est par là que ça se passe. On va revenir tout à l'heure sur la question de la prise de décision. Avant, je voudrais faire un petit détour sur quelque chose que tu as traité il n'y a pas longtemps en conférence. Tu as fait une conférence il n'y a pas longtemps sur le fait de savoir dire non, d'apprendre à savoir dire non. Est-ce que cette thématique n'a pas justement à voir aussi un peu avec la fin d'une cure ? Alors, si on considère que savoir dire non, parce qu'on en a compris la fécondité, c'est avoir en quelque sorte catalysé, accueilli et donné des castrations, c'est-à-dire avoir compris que si on veut accéder à quelque chose de supérieur, il faut savoir se priver de quelque chose d'autre, et que dire non, c'est une castration de ce point de vue-là, parce que la différence justement entre une castration et une frustration, c'est que la frustration, elle laisse un sujet en suspens. La castration propose un gain supérieur par rapport à ce qui va être perdu. Eh bien, peut-être que tu as raison, peut-être que la fin de la cure, c'est quand nous sommes peut-être capables, en quelque sorte, de se castrer nous-mêmes
et de faire profiter de cette occurrence le sujet par lui-même, de telle sorte que, et c'est ça qui pour moi, alors je vais peut-être accélérer la réponse, mais on la reprendra. Moi je dirais, la cure s'arrête jamais. Mais évidemment, le travail avec le psychanalyste s'arrête, se suspend. Pourquoi j'ai tout à l'heure insisté sur la différence entre la fin de la cure et la dernière séance, c'est qu'on ne sait jamais si c'est que l'après-coup qui nous renseigne. Et jusqu'où ? C'est la veille de notre mort qu'on sait qu'on n'y retournera pas. Donc la potentialité d'y retourner est toujours là, présente. Mais quand même, pour ne pas me défiler par rapport à la question, et puis les patients, ils ont aussi des réponses à avoir là-dessus, moi je dirais que le travail analytique, quand il a été fait de façon intensive et durable, ne s'arrête jamais, parce que le patient, dans ce travail-là, arrive à un moment où il internalise la présence de son psychanalyste et qu'il n'a plus besoin du dispositif de la cure, un lieu, une heure, un analyste, pour continuer le travail en lui-même. Évidemment qu'il n'est pas tout à fait de même nature, parce qu'il n'y a pas d'interlocution de la même façon qu'il y a altérité par la présence de l'autre, mais il y a cette possibilité de continuer ce travail. Et de fait, je crois qu'il y a une dernière séance, puisqu'il y en a toujours une, quelle qu'elle soit, même si on ne peut pas la programmer, parce qu'on pense l'avoir programmée, et puis parfois on s'aperçoit que, non, on y retourne, et moi le premier. Je rappelle d'ailleurs, j'ai déjà dû le dire, mais Freud lui-même nous a indiqué la pertinence de recommencer une tranche tous les 5 à 10 ans, notamment pour les analystes. Parce qu'on s'aperçoit que, évidemment, la vie psychique, c'est quelque chose de vivant, donc quelque chose qui se referme, donc quelque chose qui n'est pas acquis en termes d'ouverture d'une façon définitive, mais qui est à renouveler sans cesse. Ce qui fait qu'en disant cela, on répond quand même à ta question du côté de on n'en a jamais fini de la cure. Par contre, on peut en avoir fini de souffrir. On peut en avoir fini d'être empêché de vivre, ou d'être empêché de réussir, ou d'être empêché d'être heureux. Donc, être heureux, être en légèreté, être en projet positif, ce sont quand même des bons signes que quelque chose peut se suspendre. S'arrêter, c'est une autre affaire. Définitivement, j'en suis pas sûr. On va revenir à toutes ces questions, et celle-ci très importante. Effectivement, le travail n'est pas forcément fini parce qu'une cure s'arrête. On y reviendra tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu sur la prise de décision. On a parlé d'un savoir tout à l'heure, et même si on imagine que la réponse est beaucoup plus complexe et subtile que la question, on peut toutefois se demander qui décide de la fin. Si on te suit, on va penser que c'est quand même une décision conjointe, prise à deux, ou alors ça penche plutôt du côté de l'analyse, sinon dans certains cas du patient lui-même, ou encore est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui décide, ou devrions-nous plutôt dire que ça se décide ? Est-ce que tu peux un peu développer de ce côté-là ? Tu as commencé à le faire, je dirais pertinemment, parce qu'il faut qu'on le rappelle sans cesse. Ça fait vraiment répétition, mais je crois qu'on ne peut pas se passer de cette répétition. C'est que chaque cas est singulier, chaque cure est singulière. Donc il est évident qu'il serait tout à fait risqué dogmatiquement de présenter les conditions de possibilité, je dirais, systématiques de la fin d'une cure. Bon, cependant, oui, on peut imaginer, et je l'ai vécu bien évidemment, que parfois, devant l'insistance d'un patient voulant en terminer, même si on n'est pas tout à fait convaincu, moi je dirais, mon critère subjectif, totalement subjectif, c'est la dimension de danger et de souffrance dans lequel peut être un patient, qui peut me permettre ou m'autoriser à être assez vindicatif, en disant que non, c'est vraiment pas le moment. Bon. Et parfois on est, je dirais, persuasif, parfois on l'est un peu moins, et donc là le patient a remporté la mise, si j'ose dire, de son dégagement, et il s'arrête. Bon, pour moi c'est un bon pronostic de travail qui se reprendra plus tard.
que l'analyste propose la fin, bien sûr, mais je pense que l'analyste peut aussi proposer l'arrêt ou la suspension, non pas parce que c'est la fin, mais qu'il y a quelque chose qui se déroule dans le travail où on sent que, au lieu d'ouvrir, ça verrouille. Alors peut-être par ma propre incompétence ou ma propre confusion, mais on sent parfois intuitivement, enfin moi j'ai tendance à la suivre dans ces cas-là, à se dire que peut-être faut arrêter, peut-être faut suspendre quelque chose, pour dire que la façon qu'on s'y prend là, de la façon qu'est utilisé le cadre, il y a quelque chose qui est à l'envers de la psychanalyse, et que là, c'est de la responsabilité de l'analyse que de dire ça m'est arrivé, de dire écoutez là, il y a quelque chose qui marche pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Alors ça peut être moi, il peut aller voir ailleurs, mais ça peut être lui à un moment du travail qui fait qu'il y a vraiment fermeture, il y a vraiment close, quoi, je veux dire, et donc on peut s'autoriser à dire on arrête, on suspend. Je dirais pas c'est la fin de l'analyse dans ces cas-là. Bon. Et puis il arrive qu'on décide parce qu'un patient nous pose la question, c'est-à-dire qu'il ne veut pas prendre cette décision, que je dirais la question du transfert joue là, je dirais pour le meilleur et pour le pire, ou pour le pour et pour le contre, et qu'on peut penser que, évidemment, certains patients, ils passeraient bien leur vie là, et qu'on doit, nous, en responsabilité, mettre un terme à un travail qui est, je dirais, entre guillemets, suffisant pour leur conduite de vie. Bon, après, rien n'empêche des patients de poursuivre s'ils le souhaitent, comme on en connaît dans la littérature et ailleurs, qui font des très longues cures parce que, j'ai envie de dire, en termes d'apport, en termes de réflexion, sur un plan philosophique, sur un plan de connaissance de soi, ils ont envie d'aller au bout de quelque chose, mais on n'est plus dans la dimension thérapeutique de la cure à ce moment-là. Puis dans la fin d'une cure, il se rejoue d'une certaine manière la question de la séparation. C'est vrai pour le patient, tu viens de le dire, et tu en avais d'ailleurs dit un mot dans un épisode précédent à propos d'un patient qui avait du mal à se rendre à l'évidence que son travail avec toi était terminé, mais c'est vrai aussi pour un analyste. Te concernant, comment tu vis ce moment ? De façon extraordinairement variable. Et évidemment que ça dépend de la nature plurielle et singulière de mon contre-transfert. Il ne faut pas cacher qu'il y a des patients qui nous sont plus sympathiques que d'autres. Même si j'ai l'habitude de dire, peut-être à tort, que j'ai une affection quasi systématique pour mes patients, pour autant que je suis touché par la capacité d'un sujet de se risquer à ce travail, qui est un travail éprouvant, difficile, coûteux, dans tous les sens du terme. Donc, oui, je crois que j'ai d'emblée une certaine affection. Bon, et puis, bien évidemment, le contact, le lien, l'échange d'un patient à l'autre a des charges émotionnelles et affectives différentes. Il faut bien le reconnaître. Il y a des gens qu'on a hâte de revoir dans le travail, et puis d'autres qu'on se dit ouf, ça va être encore compliqué, mais on y va, bien sûr. Ça n'entame absolument pas l'enthousiasme, mais c'est même précieux de se le dire, mais il n'en va pas quand même de la même teneur de l'accueil qu'on va faire. Il faut qu'on se le dise. Bon, pour l'arrêt, c'est la même chose. Alors, je ne sais pas si on avance trop vite sur cette question, mais vous savez, on peut aussi, à l'issue d'un long travail avec un patient, ça peut se transformer dans quelque chose de la rencontre post-cure. Certains de nos patients deviennent des collègues, donc on les recroise dans les colloques, dans les conférences, dans les séminaires, et puis on peut, ça m'est arrivé parce que avec un peu d'âge et un peu d'expérience, évidemment les choses se laissent le temps de construire ce type de relation. On peut aussi avoir c'est assez exceptionnel, mais des relations amicales, franchement amicales, avec un ancien patient. Je dirais que pour que ces relations amicales
puisse se nouer dans l'après-coup de la cure. Je dirais quelque chose comme il faut que la dimension érotique du transfert ait chuté. Dans les deux sens. Et qu'il y ait quelque chose de l'autonomie psychique et affective du sujet qui fait qu'il est en liberté et plus aliéné à son transfert ou à ce transfert passé. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a des très belles rencontres, très chastes, bien évidemment, entre un ancien patient et son analyste. Je l'ai vécu, je le vis, et je pense que je le vivrai encore. C'est évidemment pas la chose la plus importante quantitativement, mais ça arrive. Il faut surtout pas en avoir peur. Il faut surtout pas s'en défendre. Puisque nous y sommes arrivés, restons, si tu le veux bien, sur la dernière séance, avec cette question, même si tu en as dit quelque chose tout à l'heure en disant que ce n'était jamais programmé, mais pourtant on peut tout à fait imaginer que quand une cure suit, et je mets des grosses guillemets, normalement son cours, une dernière séance peut quand même être annoncée. Peut-être, on peut savoir qu'à l'issue d'une séance, que la prochaine sera la dernière. Est-ce que ça n'arrive jamais comme ça ou est-ce que c'est assez courant ? Eh bien, oui, c'est assez courant. Et d'ailleurs, c'est plutôt dans le bon ordre des choses. C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'il n'y a pas de passage à l'acte de l'un ou de l'autre. Enfin, évidemment, le passage à l'acte, il sera du côté du patient. L'analyse ne va pas quitter la place tout d'un coup, mais un patient ne peut ne pas revenir. Et donc, c'est la fin du travail, et pas seulement pas la fin de la cure. Et puis, bien sûr, pour certains, on a travaillé, après ces étapes dont on a parlé tout à l'heure, ces plaques tournantes, ces étapes décisives, on travaille progressivement à la fin, et de fait, pour certains, on se donne une date, et on sait que la prochaine fois, ça sera la dernière séance, vraisemblablement, parce que ça, c'est une question que je travaille avec tous mes patients quand on parle de la fin, c'est qu'on parle de la fin comme étant une fin potentielle, possible, mais pas une fin, si j'ose dire, pas une fin définitive, pas une fin finale, ça se dit pas, mais j'ai envie de le dire comme ça. Alors évidemment, c'est un moment tout à fait émouvant pour les patients, moi je pense tout aussi émouvant pour l'analyste. Je dirais à charge de l'analyste de ne pas en faire une tonne sur son émotion et à quel point il peut être touché par la fin d'un travail. Par contre, pour l'analysant, il a toutes les latitudes pour en dire et en faire quelque chose de ce moment-là. Mais il est évident que quand on a passé 5, 10, 15 ans avec un patient, une patiente, qu'on l'a vu réussir ses études, qu'on l'a vu se marier, qu'on l'a vu avoir des enfants, venir nous parler de ses enfants. Enfin, j'ai une mère, une patiente, qui m'avait dit une fois, on avait fait un gros travail pendant 7-8 ans, et il était souvent question de sa parentalité et de ses enfants, donc au-delà de sa conjugalité. Et elle m'avait dit vers la fin, on a élevé nos enfants ensemble. Je dis, c'était quand même plutôt les vôtres, mais elle avait vraiment l'impression qu'on les avait élevés tous les deux. Évidemment, quand il y a la dernière séance d'une patiente comme celle-là, alors ils s'en sortent très bien parce qu'ils font un cadeau en général. Et cadeau, alors peut-être qu'on me le reprochera, les gens qui réfléchissent beaucoup, mais je les accepte. Parce que je trouve que ça serait d'une indélicatesse et d'une violence inouïe que de les refuser. Je les accepte avec, je dirais, sobriété, mais avec reconnaissance. Et je valide le fait que je ne suis absolument pas indifférent à leurs gestes, et que voilà, ça compte, et qu'il aura sa place, cet objet-là. En général, ce sont des tableaux, des livres. Mais j'ai remarqué que c'était souvent des tableaux, des peintures, ou des gens qui le faisaient eux-mêmes, ou qui en achetaient. Mais voilà, il y a très souvent quelque chose comme ça. Tu as le souvenir, parce que tu viens d'évoquer ça, d'une dernière séance qui devait l'être, mais qui ne l'a pas été. Est-ce que ça te parle ? Oui. Tu pourrais nous en dire quelque chose sans dévoiler l'intimité de oui, ces c'est-à-dire...
c'est arrivé à quelques reprises que non seulement la dernière séance n'a pas été la dernière séance, mais surtout, la dernière séance était une relance d'une nouvelle tranche. Mais qu'il fallait peut-être, dans le travail, qu'elle soit nommée comme telle pour produire un rebond. Et là où le patient avait expliqué par A plus B que les conditions évidentes de l'arrêt, fort de cet arrêt, quelque chose s'ouvre tout à fait soudainement, apparemment soudainement, et tout à fait nouveau, et que nous repartions pour une nouvelle aventure. C'est arrivé, oui. Parfois, c'est simplement, on s'en donne encore une, parce que quand même, il y a deux, trois petits trucs à se dire, et prendre le temps de se quitter, parce que tu disais tout à l'heure très justement que c'est une séparation, et cette séparation-là relance toutes les séparations vécues par les patients dont ils ont parlé en général toute leur cure, et que soyons délicats, progressifs et considérant ce temps-là comme un temps fort de la cure, même s'il dure par définition peu de temps, puisque c'est la dernière séance. Donc ça vaut le coup de prendre son temps et d'être inventif et de ne pas être emprisonné dans un programme qu'on avait déterminé et se laisser, et c'est le travail de l'analyse, se laisser surprendre et non pas tout prévoir et tout anticiper, surtout pas. Et à contrario de cette programmation qui peut donc se révéler illusoire, est-ce qu'il a pu t'arriver au cours d'une séance de penser que ça devait être la dernière et d'inviter par conséquent ton patient à le penser lui-même et donc de le décider? C'est-à-dire que c'était pas prévu et puis tout d'un coup, dans la séance, tu as pu te dire là il faudrait que ça s'arrête. Oui, ça m'est arrivé. Évidemment pas le plus souvent, mais ça m'est arrivé et assez récemment, c'est pour ça que je peux en parler. Et je ne sais pas si je pourrais en parler très clairement, parce que c'était vraiment un ressenti. Mais je me souviens que dans les remarques faites par le patient à la fin de la séance, il m'est venu comme une évidence que c'était la fin et que c'était bouclé. Et que je me suis laissé surprendre et un peu impressionné par cette sensation et que je lui ai fait confiance. Et en se levant, je lui ai dit, voilà, notre travail est terminé. Et je me souviens notamment du dernier, je me souviens tout à fait de sa surprise et à la fois quelque chose qui n'était pas du tout de la surprise. Il y avait vraiment quelque chose de... Est-ce qu'on peut dire d'harmonieux dans cette rencontre? Mais cette surprise n'en était pas une ni pour lui ni pour moi, et pourtant on la découvrait ensemble. Mais là, il y avait des choses qui s'étaient bouclées, il fallait l'entendre. Il peut arriver malheureusement que la décision de la fin soit prise pour des raisons indépendantes de la volonté, en particulier de l'analyste, quand pour des problèmes de santé notamment, un analyste doit mettre un terme à son activité, donc laisser des patients, on peut dire, au milieu d'une cure. Cela peut arriver soit dans un contexte qu'il pourra quand même anticiper, soit de manière totalement imprévisible, plus brutale. Bien que c'est heureux, tu n'aies pas été confronté, toi, à cette situation. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire malgré tout? Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un patient pris dans ce type de tourmente? Ta remarque me fait associer une situation d'un patient qui m'a appelé parce que son analyste était mort brutalement. Je ne sais pas si ça a à voir avec ta question, mais c'est ce qui me vient. Tout à fait. Et j'avoue que j'ai été un peu fébrile. Prendre cette place de l'analyste donc vivant, si j'ose dire, à la place de l'analyste mort, je me suis dit, voyons voir. C'est-à-dire, ce que j'ai pressenti, sans vouloir anticiper, c'était bien évidemment qu'il serait question pour un temps peut-être, de parler plutôt de l'analyste mort que de conduire et continuer sa cure. Eh bien, à ma grande surprise, le patient, quand il est arrivé, d'abord, il s'est allongé directement, alors que c'est la première fois qu'on se voyait. Il s'est allongé, il m'a dit « Mon analyste est mort, comme je vous l'ai dit au téléphone, mais c'est pas d'elle que je suis venu parler, c'est de poursuivre ma cure, parce qu'elle n'était pas terminée. »
Et on a démarré comme ça. Et il était dans le rythme de sa cure. Et il est revenu plus tard, évidemment, sur cet arrêt brutal, évidemment qui est une affaire assez compliquée, mais qui a été reprise dans un deuxième temps. Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais moi j'ai entendu, c'est peut-être la légende parisienne, mais j'ai entendu que certains analystes se faisaient remplacer pendant leurs vacances. Je ne sais pas si c'est vrai, mais le fait même que la légende court, c'est tout à fait étonnant. Il y a des analystes qui s'absenteraient, qui pendant leur absence se feraient remplacer. Bon. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, j'ai eu en contrôle à 2 reprises des psychologues qui faisaient un remplacement, d'une analyste qui était en congé de maternité. Situation très particulière, parce que une psychologue vient prendre des patients à la suite de l'analyse dont on sait qu'elle va revenir. Et puis, pendant ces 4-5 mois de remplacement, elle va accueillir des nouveaux patients à qui elle va annoncer que ils sont là que pour 4-5 mois, puisqu'elle a un remplacement de 4-5 mois. Je ne vous cache pas que c'est très complexe et très compliqué. Alors moi, j'ai pas du tout l'occasion d'être dans un congé de maternité pour plein de raisons. Mais je crois que, à tort ou à raison, si j'avais à m'absenter longuement, je pense pas que je me ferais remplacer. Je pense que transférentiellement, je vois pas trop comment ça pourrait fonctionner. J'ai peut-être tort, mais je pense évidemment que les patients auraient la liberté d'aller voir quelqu'un d'autre s'ils le souhaitent, mais qu'ils aillent voir quelqu'un d'autre parce que je suis absent, c'est très différent que de se faire remplacer. C'est un peu comme ça que je dirais les choses, quoi. Et puis après, ça dépend évidemment du degré de souffrance, de douleur dans lequel est un patient et comment certains ne pourront pas être laissés en plan et dans l'attente parce que sinon ça peut se différer. L'analyste, il peut être absent, on l'est l'été, 5 semaines. Des patients qui sont à 2 à 3 séances se calent tout à fait sur cette absence. Donc tout ça aussi, ça se prépare. Bon, parfois c'est soudain, mais comme ça m'est pas arrivé, je peux pas en parler. Tu évoquais tout à l'heure qu'il arrive régulièrement que lors d'une dernière séance, des patients te fassent des cadeaux. Je me souviens que dans la première séance, de ton côté, tu expliquais généralement ne pas faire payer la première séance. Alors, est-ce qu'il t'est arrivé de ne pas faire payer une dernière séance ? Alors, il m'arrive bien sûr le plus souvent, la première séance qui est assez courte, de présentation de la personne, mais aussi de mon cadre de travail, de ma façon de travailler. Pratiquement jamais je fais payer cette première séance, même parfois la deuxième, quand on est en train de chercher est-ce que ça va convenir, qu'on puisse travailler ensemble. Et puis exceptionnellement, parfois, j'ai le sentiment, eu égard au contenu, aux propos tenus dans cette première séance, où parfois certains patients, alors tu mets les guillemets, mais se mettent au travail d'emblée. Et là, je sens qu'on a travaillé directement dans quelque chose de leur affaire, et que donc ils ont déposé quelque chose, et que je ne peux pas les laisser en dette de ce travail, et à ce moment-là, je les fais payer. Ne pas le faire payer la dernière séance, jamais. Jamais. Je ne leur ferai pas ce cadeau empoisonné. Mais voilà, je veux dire... je dirais que dans la dernière séance, je ne pense pas que ça soit un cadeau, mais je laisse poindre qu'au-delà de l'analyste, il y a aussi un homme. Évidemment, ils le savent bien, même s'ils m'ont mis à toutes les places pendant leur travail, et que cet homme-là salue avec affection la personne qui s'en va. Je leur fais savoir. Dans une certaine sobriété, comme je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas d'être dans les effusions qui n'auraient rien à voir avec le travail qu'on a entrepris pendant toutes ces années.
On va rester un petit peu sur l'argent, si tu veux bien, parce qu'on a très peu évoqué finalement cette question dans nos échanges, cette question quand même assez importante. Peut-être tu pourrais nous dire très simplement, d'abord, c'est quoi la fonction du paiement dans l'analyse ? Alors là aussi, il y a des positions théoriques, génériques, voire dogmatiques. Moi, je peux te dire pour moi-même, oui, la question de l'argent, elle est fondamentale dans le cadre, dans le dispositif. Je dirais qu'elle vient dire quelque chose de l'engagement et de l'investissement de la personne dans ce travail, que c'est son travail, il n'y a pas de tiers payant, c'est elle qui paye dans sa rencontre avec l'autre. C'est un paiement qui vient les entamer, c'est pour ça que ça coûte à un certain niveau. Ça vient les entamer dans leur gestion globale. Hein. C'est pas je fais mon loisir, mon sport, mes sports d'hiver, et puis il me reste ça, je peux faire une analyse, non ? Quand on fait une analyse, on va se priver de quelque chose. Et cette entame, privée que nous sommes par cet investissement financier, et participe au travail. Ça, c'est très important. Bon, les autres éléments, c'est que, évidemment, moi, je mets à disposition 1 heure de mon temps ou une demi-heure de mon temps pour lequel je suis payé. Et cette demi-heure-là, elle appartient à l'analysant pour autant qu'il la paie. Et bien évidemment, ça participe à travailler, pour ne pas dire alléger, la question de la dette. Hein, c'est-à-dire qu'on est quitte dans cette rencontre. Et c'est ce qui permet cette liberté de travail. Dans le 1 par 1 de la rencontre, j'y insiste, sans tiers agissant ou sans tiers payant. Ce qui me permet de dire d'ailleurs au détour que la psychanalyse libérale elle fait faire, grâce à l'effort des analysants, des économies massives à la sécurité sociale notamment, puisque quand même un certain nombre de patients en cure ou au travail se voient éviter, de mon point de vue, un certain nombre de traitements, un certain nombre d'hospitalisations, et voilà, ils participent à la santé publique à partir de leur propre investissement individuel. Donc c'est pas rien. Et c'est l'argent qui permet tout ça, c'est le fait qu'ils payent le plus souvent en liquide pour justement signifier qu'il n'y a pas de tiers, ça passe pas par une banque, c'est un sujet qui s'adresse à un autre sujet, et ça renforce la question de la confidentialité, de l'anonymat du travail par rapport à l'extérieur, et ça renforce la dimension sacrée du cadre, du dispositif, et donc de l'espace de l'analyste. Derrière ça, il y a la question aussi du tarif. Dans ta pratique, le cours d'une séance est fixe, il est variable, adaptable à la personne, à la situation ? Oui, c'est tout à fait variable, tout à fait adapté. Moi, je vais dire les choses très simplement. Mes tarifs, ils varient de 30 à 65 €. Et je fais en fonction de la situation financière des gens. Je fais aussi en fonction du nombre de séances. Parce que quelqu'un qui est en cure à 3 séances ou quelqu'un qui vient 1 fois par semaine, c'est pas la même chose. Quelqu'un qui se retrouve au chômage ou quelqu'un qui se retrouve à élever seul ses enfants, il y a un certain nombre d'éléments qui font que ça dit quelque chose de la singularité d'un sujet, et donc ça doit dire quelque chose de notre adaptation singulière. Donc de fait, les tarifs sont variables, mais ça reste toujours un coût important. Parce que même 30 €, si on vient plusieurs fois par semaine ou même 1 fois par semaine, pour des gens qui ont un tout petit revenu, c'est un effort assez considérable. Et là encore, je veux dire, pour des gens qui ont un revenu tout à fait considérable, s'il fallait les entamer réellement, je le dis parfois comme ça en souriant, mais il faudrait leur demander 300 € la séance, ce qui serait complètement disproportionné par ailleurs, mais voilà. Mais cette question que tu poses est importante parce que
Ça m'avait été soutenu par la personne avec qui j'étais en supervision à une époque, qui m'avait affirmé que de toute sa carrière, l'argent n'avait jamais empêché un patient de faire une cure. Et je le confirme, hein, après 30 ans de pratique. Alors bien sûr, l'argent est mis souvent en avant pour arrêter ou pas entreprendre, mais je crois que quand on est inventif, souple, dans la rencontre avec un patient, on trouve toujours des modalités pour que le travail puisse s'enclencher et que le patient puisse ne pas être complètement, évidemment, dépouillé de tout moyen et de toute ressource. Mais on s'aperçoit que, étonnamment, les gens qui sont à 3 séances, pour qui ça coûte le plus, sont aussi les gens qui loupent jamais et qui s'installent dans la durée. Donc on voit que c'est quand même, il y a une dimension quantitative et puis évidemment une dimension symbolique très importante dans l'argent. Mais oui, c'est variable, ça tient compte de chacun. Tu as déjà beaucoup abordé la question, le fait que ce n'est pas parce qu'une cure s'arrête que le travail s'arrête. Alors pour autant, j'aimerais quand même qu'on revienne un tout petit peu là-dessus, et ça peut aussi se traduire par le fait que bien des années après, des patients peuvent revenir te voir. Tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure. Alors est-ce que c'est fréquent d'abord, et comment ça se passe généralement? Est-ce que tu reprends le patient en cure, ou est-ce que tu vas plutôt l'orienter vers un autre praticien, considérant qu'avec toi, il avait de toute façon fini son travail des années plus tôt? Ou peut-être vas-tu insister définitivement pour lui dire que c'est terminé? Alors, non, ça arrive assez fréquemment, hein, que des patients reviennent. Et d'ailleurs, je travaille avec eux très tôt l'idée que, pour ceux qui je sentirais qui sont de ce côté-là, que c'est pas du tout un échec, hein, qu'ils sont à un autre moment de leur vie et que là où ils en étaient, ils pouvaient peut-être pas aller au plus loin à ce moment-là, et que maintenant ils ont justement accès à un autre espace qui leur permet de reprendre les choses et les questions. Et je crois que c'est même très utile, et on s'aperçoit sur une question très sensible actuellement. Alors on peut en être un peu surpris, on peut même en être un peu critique, mais on s'aperçoit notamment que sur la révélation d'agression sexuelle ou d'abus sexuels, d'inceste, eh bien, on s'aperçoit que c'est dans la deuxième tranche que les choses peuvent être abordées. Et donc, eh bien, la première tranche avait essayé de travailler, dégager des pistes, mais il y avait encore quelque chose de trop difficile pour soulever le refoulement, et que c'est la deuxième tranche ou la troisième tranche qui permet d'accéder. Donc, il est bien évident que, bien sûr, des gens reviennent. Te dire si c'est le plus fréquent, j'en ai pas une comptabilité exacte, mais ça arrive assez fréquemment, et comme ça arrive très très tôt, que à la fin d'une tranche, les gens me disent immanquablement je reviendrai. Je ne sais pas quand, mais je sais que je n'ai pas tout réglé. Là, j'ai envie que ça s'arrête. On s'est mis d'accord. Je suis pas, vous me l'avez confirmé, je ne suis pas en danger de quoi que ce soit, d'une certaine façon, même si la vie est toujours avec son potentiel de surprise, voire de danger. Et je reviendrai. Et pour certains, ça se révèle tout à fait juste. 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, moi j'ai grand plaisir à retrouver, par exemple, comme ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, des jeunes gens de 25, 26 ans que j'ai eus quand ils avaient 7-8 ans, qui s'en souviennent, qui m'en parlent et qui n'ont rien demandé à leurs parents, bien évidemment, à cet âge-là, et qui reviennent me voir, et on reprend un travail qui est toute autre nature, bien évidemment, mais qui, bon, voilà, ils avaient envie de reprendre la chose avec moi. Et ça m'est jamais arrivé, peut-être que j'ai tort, ça m'est jamais arrivé de les réorienter vers quelqu'un d'autre. Par contre, cette idée me fait associer à une autre que je fais parfois. C'est, j'essaie de les faire profiter de ma propre expérience pour avoir fait plusieurs tranches avec plusieurs analystes. Je leur dis, quand ils me disent bon, vous savez, là j'arrête là. Merci pour tout, si j'ose dire, mais je reviendrai ou je verrai. Bon, et je leur dis, écoutez, vous ferez comme bon vous semble, mais vous pouvez aussi avoir en tête, et vous n'avez pas à culpabiliser par rapport à ça, vous aurez peut-être en tête dans 4-5 ans de revenir, mais peut-être d'aller voir quelqu'un d'autre
n'hésitez pas, appelez-moi même. Moi, je vous donnerai un nom, si vous le souhaitez, mais vous n'êtes pas convoqué à reprendre avec le même analyste, et que c'est très, 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 très riche de pouvoir pratiquer la cure avec des analystes différents qui ont leur style, leur modèle, leurs références théoriques, leur façon d'être au monde qui est différente et qui nous engage dans d'autres pistes. Moi, ça m'a été extraordinairement précieux. On s'approche de la fin de cette émission et donc de nos entretiens. On va donc, si tu le veux bien, rester là sur la question de la fin. Mais avant de clore cet audioportrait, je vais donc te demander s'il y a un ou des points en particulier qui n'ont pas trouvé leur place dans nos échanges et qu'il te semblerait pourtant nécessaire d'aborder. Eh bien, à ce moment-là de notre échange, je dirais vraisemblablement beaucoup de points et vraisemblablement pas de points essentiels qui me paraissent avoir été évincés. Mais j'en profite quand même, puisque ce temps de petite parole libre, de rappeler l'esprit dans lequel on a essayé de travailler. Et ça, c'est pour moi une chose de très important. Et je vais prendre cet exemple. Moi, l'esprit que j'ai essayé de donner, c'est de reconstituer ce qu'aurait pu être une discussion à la terrasse d'un café avec deux amis qui, au soleil, me diraient « Tiens, parle-nous de ton travail ». C'est-à-dire que ce qui a été important pour moi, c'est de ne pas préparer ces entretiens, de ne pas m'appuyer sur la théorie, ne pas m'appuyer sur des citations, même si tout ça est en moi, bien évidemment, mais laisser la spontanéité, la fantaisie des échanges, prendre le dessus par rapport à la préparation, l'élaboration. Et j'ai envie de dire... Peut-être que on a perdu en clarté à ne pas préparer, mais on a gagné en amitié dans la teneur des échanges. Et comme mon propos s'adresse pas du tout aux psychanalystes, j'espère que si certains l'entendent, ils vont pas trop s'ennuyer et qu'ils seront peut-être assez d'accord avec un certain nombre de choses. Mais pour moi, j'ai voulu m'adresser au plus grand nombre, au grand public, qui, je dirais, sont tous quand même intrigués par la question de l'inconscient, pour des raisons évidentes, parce qu'on a tous un inconscient, même si on n'est pas tous formés à la psychanalyse, bien évidemment. Et ça me fait associer avec, alors vraiment, ça me vient là tout de suite, à l'oraison funèbre prononcée par Stefan Zweig à l'enterrement de Sigmund Freud. Et alors je ne l'ai pas en tête, évidemment, mais l'esprit de son oraison, c'était tout homme maintenant sera perfusé par Sigmund Freud, qu'il ait connu Freud ou qu'il n'ait pas connu, qu'il soit contre Freud ou pas. Il n'empêche que la découverte de l'inconscient et l'invention de la psychanalyse, ça concerne tout le monde, même si apparemment on en est très loin. Et dans ma pratique, j'ai peut-être eu l'occasion de le dire, donc j'espère que je ne me répète pas, mais j'ai été très surpris d'a priori que je pouvais avoir sur l'accession à la cure analytique. Et je me suis rendu compte que des gens dont le métier était très manuel, des gens qui étaient très loin intellectuellement d'un point de vue universitaire de toutes ces questions, de ces élaborations, avaient une capacité, je dirais, de rencontre avec leur inconscient absolument extraordinaire, d'une vitalité, d'une subtilité tout à fait surprenante. Et à l'inverse, des gens très érudits, très formés, très bardés de diplômes et parfois même bardés de bien d'autres choses, eh bien, on était bien plus loin et que c'était pour eux une sacrée affaire de se confronter à ce qui leur échappe, en quelque sorte, puisque en général, ces gens-là, on leur a appris qu'il ne devait rien leur échapper. Et c'est un peu un hommage que je voulais rendre au bon sens. Le sens de mes interventions, c'était ça. C'est quelque chose qui a à voir avec l'intelligence de cœur
et qui a à voir avec la profonde humanité qu'il y a en chacun de nous, pour autant qu'on leur prête cette intelligence-là. On a souvent parlé des enfants, on a parlé des lieux d'accueil, on a parlé de Dolto. Récemment, on vient d'ouvrir la Cabane Verte, qui est un lieu d'accueil dont référé à la psychanalyse, mais surtout référé à la Maison Verte. À Mondeville, je crois. Hein. Comment ? C'est bien ça, à Mondeville, je crois. Oui, c'est à Mondeville depuis le début novembre. On a ouvert une matinée pour les 0-3 ans et les futurs parents le vendredi, et puis pour les 3-6 ans le mercredi matin, parce que on pense que préparer la scolarité à la socialisation, c'est très important, mais la rencontre avec la scolarité, la rencontre avec le social, ça va pas de soi, même si on l'a préparé. Et donc, on s'est rendu compte que ça pouvait être très précieux d'accompagner aussi ce moment-là de 3-6 ans. Et ce que je voulais dire en rappelant cette question des enfants, c'est que grâce à Dolto, on sait que si on prête du sujet, si on prête de l'intelligence à l'autre, et ça très tôt, on la développe, on la déplie. Et moi, en parlant de la prise en compte de l'inconscient au plus grand nombre, c'est ma façon de dire, presque militante, moi j'aime bien dire militant humaniste, c'est ma façon de dire que cette question-là, elle nous concerne tous et on a tous à en faire la promotion. Je crois qu'on va s'arrêter là, Daniel. Merci infiniment pour ces entretiens qui ont été aussi pour nous très précieux. J'espère qu'ils vont rencontrer un public qui lui aussi pourra se retrouver dans ce que tu as essayé de nous transmettre de façon, je trouve, extrêmement simple. Merci beaucoup. Eh bien, moi aussi, je dis au revoir en espérant que ça puisse avoir de l'écho et que des gens inventent quelque chose à partir de ce que j'ai pu raconter.